Bienvenue dans l'œil de la cyber, le podcast qui donne la parole aux acteurs du numérique. Je suis Anne-Laure Delarivière, directrice de la communication chez Gatewatcher, et je reçois Philippe Latombe, député de la première circonscription de la Vendée, spécialisé sur les sujets numériques. Aujourd'hui, nous allons parler souveraineté numérique et intelligence artificielle. Nous partons sur les traces de cette nouvelle technologie qui émerveille autant qu'elle effraie. Quelles sont les opportunités et les risques de l'intelligence artificielle ? La France est-elle prête pour ce virage technologique ? Retrouvez tous nos podcasts sur www.gatewatcher.com dans la rubrique ressources. Si vous aimez ce qu'on fait, pensez à vous abonner au podcast Dans l'œil de la cyber pour ne pas rater la sortie du prochain épisode. Bonne écoute. Philippe Latombe, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu favorablement à mon invitation. Alors, avant d'aborder la première question, j'aimerais vous présenter votre parcours. Alors, vous êtes diplômé d'Audencia, d'un master en économie à l'université de Nantes et en droit des affaires à l'université de Rennes. Vous avez été responsable du service recouvrement et contentieux dans le secteur bancaire. Et vous êtes aujourd'hui député au sein du groupe MODEM de la première circonscription de Vendée, élu en 2017 et également réélu en 2022. Vous êtes également membre de la commission des lois à l'Assemblée nationale, où vous êtes particulièrement investi sur les questions relatives au numérique. Vous avez ainsi participé aux travaux du groupe de travail sur les droits et libertés constitutionnelles à l'ère numérique, ainsi qu'à la mission d'information parlementaire sur la blockchain et l'intelligence artificielle. Et par ailleurs, vous êtes membre de la CNIL depuis août 2022. C'est bien ça ? C'est ça. Alors, avant d'aborder ce grand sujet de société qu'est l'IA, j'aimerais commencer par parler de souveraineté avec vous. Vous êtes très impliqué sur les sujets de protection des données et plus particulièrement quand il s'agit de les protéger face à des puissances étrangères. La Commission européenne, qui est généralement plutôt protectrice des données européennes, a pour autant souhaité se rapprocher des États-Unis en autorisant les transferts de données personnelles des citoyens européens vers les États-Unis en juillet 2023 via le Data Privacy Framework. Ces données personnelles sont de plusieurs ordres, donc identité avec les cartes d'identité, permis, passeport, la localisation, les transactions, les centres d'intérêt, et j'en passe. Vous avez immédiatement déposé un recours auprès de la Cour de justice de l'Union afin de le faire annuler. Est-ce que vous pouvez revenir sur cet accord et nous expliquer ce qu'il prévoit ? Alors, c'est un accord qui fait suite à deux précédents accords qui avaient existé, qui étaient le Safe Harbor et le Privacy Shield, qui étaient deux accords qui étaient équivalents en fait au DPF et qui ont été invalidés par la Cour de justice de l'Union parce que justement, ils n'offraient pas les mêmes droits aux Européens quand les données étaient en Europe ou quand les données étaient aux États-Unis. Faut remettre un peu de géopolitique malheureusement dans tout ça. Le DPF est intervenu le 10 juillet, mais il est l'objet de négociations depuis quasiment 2 ans, depuis l'invalidation du Privacy Shield par l'arrêt Schrems II. Et aussi, ça s'est accéléré depuis que l'Ukraine a été attaquée par les Russes et que donc il y avait une question d'approvisionnement en gaz pour notamment les Allemands et en munitions au soutien de l'Ukraine, parce que l'Europe ne pouvait pas être au soutien de l'Ukraine toute seule. Et donc, il y a eu un point de bascule qui était une conférence de presse lors de la visite de Joe Biden en Europe au moment du déclenchement de la guerre en Ukraine, où il y a eu le même jour à la même heure, et je pense qu'il faut vraiment, pour ceux qui ne l'ont pas vu, qu'ils revisionnent le film de la conférence de presse. Biden monte sur scène avec Ursula von der Leyen. Von der Leyen dit je vais laisser le président des États-Unis dire ce à quoi nous sommes arrivés comme accord. Biden a un sourire énorme sur le visage et il dit qu'on a trouvé un accord sur le gaz. Il oublie de dire qu'il vendra le gaz américain très très cher, c'est-à-dire au prix du marché, et qu'en plus c'est du gaz de schiste. Bon, ça on n'en parle pas trop. Et puis ensuite il marque un temps et son sourire est encore plus grand. On dirait vraiment Gros Minet quand il a vu une souris. Et il dit mais surtout nous avons trouvé un accord pour le pétrole de demain, les données. Et donc le DPF c'est ça, c'est un accord européen où on a fait un échange entre du gaz, en gros le soutien à l'économie européenne, et les données des Européens. Et le DPF, c'est ça. Et dans le DPF, il n'y a rien de nouveau par rapport aux deux autres accords de transfert des données. Et donc c'est pour ça que j'ai attaqué la Commission européenne devant le tribunal de l'Union, pas la Cour de justice. D'accord. C'est la première instance, le tribunal de l'Union, parce qu'on ne peut pas
attaquer directement un accord devant la Cour de justice, sauf à être passé par ce qu'on appelle une question préjudicielle. C'est ce qui se passe en France depuis quelques mois. Chaque fois qu'il y a la possibilité de contester une décision, que ce soit de la CNIL ou un décret du gouvernement devant le Conseil d'État, il y a une demande de question préjudicielle pour essayer de faire en sorte que la Cour de justice soit saisie le plus vite possible. Parce que, de façon quasiment unanime, nous pensons que le DPF n'est pas conforme aux droits de l'Union, pour plein de raisons, on pourrait éventuellement détailler, mais il y a des faisceaux d'indices qui nous montrent que ça, c'est pas possible. Et du DPF découle plein de choses. Il y a en ce moment un accord qui est en train d'être négocié sur ce qu'on appelle EUCS, qui est la transposition de Secnum Cloud, la protection des données sensibles dans le cloud, qui est Secnum Cloud, c'est français. On a poussé pour que ça soit envoyé au niveau européen dans un règlement. La négociation est en train d'achoper. On est en train de perdre la négociation, nous, Français, parce qu'en face de nous, les Hollandais et les Allemands notamment sont très pro-atlantistes, très pro-américains, et ne veulent pas qu'il y ait des règles de protection contre les règles extraterritoriales américaines. Et donc, on voit bien que si on arrive à faire invalider le DPF, la négociation sur EUCS pourra reprendre en rééquilibrant la position française face aux positions notamment allemandes et hollandaises. Et donc, on aura une protection des données plus importante de nos citoyens. Et ce n'est pas que les données personnelles. Le DPF, ce sont les données personnelles, mais EUCS, ce sont toutes les données sensibles, y compris des entreprises, des administrations. Et donc, c'est un enjeu géostratégique très important pour l'autonomie stratégique européenne. Et pourquoi est-ce que certains pays comme l'Allemagne ou les Pays-Bas, comme vous dites, ne veulent pas protéger leurs données face aux lois extraterritoriales américaines ? C'est pas qu'ils veulent pas les protéger, c'est qu'ils sont dans une vision très réaliste des choses. Ils dépendent de l'économie américaine essentiellement. Les Allemands, parce qu'ils vendent beaucoup, c'est un gros pays d'exportation, ils vendent beaucoup aux États-Unis, notamment des véhicules. Et ils ont besoin de pouvoir vendre les véhicules aux États-Unis, donc ils n'ont surtout pas envie d'avoir des rétorsions, des mesures de rétorsion, donc ils veulent pouvoir garder cette facilité. Et puis ils ont besoin du gaz américain pour se substituer au gaz russe. Parce que, alors, on a eu de la chance, l'hiver n'a pas été rigoureux, mais si l'hiver avait été très rigoureux, comme une grosse partie de l'électricité qui sert aux Allemands est issue du gaz et maintenant du charbon, ils ont besoin de gaz. Quant aux Hollandais, ils ont toujours eu un accord fiscal très particulier. Et c'est pour ça que la plupart des entreprises américaines qui s'installent en Europe pour exercer leur activité font un montage fiscal dans lequel la partie commerciale et juridique est faite en Hollande et la partie imposition sur les sociétés est transférée en Irlande et c'est imposé là-bas. Ça s'appelle le sandwich néerlandais, c'est comme ça que ça s'appelle. Et les Hollandais ont toujours eu une activité qui était essentiellement liée aux entreprises américaines. Et puis sur la partie cloud, beaucoup de data centers en colocation sont installés en Hollande parce que c'est une plaque de transfert avec les câbles très importante. Et donc les data centers à cet endroit-là sont en capacité de rayonner sur l'ensemble de l'Europe. Historiquement, c'est comme ça que ça s'est fait. Et donc concrètement, ce Data Privacy Framework qui prévoit donc le transfert de données européennes vers les États-Unis, est-ce que ça veut dire que toute organisation européenne qui va mettre ses données sur un cloud américain peut voir ces informations réquisitionnées ou utilisées par les États-Unis ? Est-ce qu'on peut même imaginer que les États-Unis peuvent s'en servir pour faire de la concurrence déloyale, du coup Alors, je vais répondre à la question théorique, mais il faut se souvenir que aujourd'hui, on nous dit, bah oui, mais vous inquiétez pas, si on le met sur un cloud même américain, tant que c'est chiffré, ça va bien. Ce qui est chiffré, ce sont les données au repos ou en transit. Jamais, on ne peut pas chiffrer des données qui sont en traitement, en calcul. Et donc, à un moment ou un autre, sur les clouds, surtout quand on est en mode SaaS, il y a la possibilité de récupérer ces données en clair. Et donc, le chiffrement n'est pas l'alpha et l'oméga de tout. Une fois qu'on a dit ça, tout le monde parle du Cloud Act. Ce n'est pas le Cloud Act qui pose le principal problème, parce que le Cloud Act, c'est une gestion de réquisition des données par une autorité judiciaire. Donc ça à la rigueur, c'est convenable. Il y a un juge qui a demandé à réquisitionner des données. Il y a eu une discussion avec ceux qui étaient d'accord, ceux qui n'étaient pas d'accord, et le juge a tranché. Et en plus, il faut normalement qu'il y ait un juge européen qui se manifeste. Ce qui est plus embêtant, c'est toute la partie qu'on appelle le FISA, qui est un accord qui, lui, concerne uniquement les agences de renseignement américaines. Et là, oui, il y a un risque que les agences américaines récupèrent des données et les utilisent. Alors, normalement, c'est fait pour la protection des intérêts de la nation, et donc c'est plutôt orienté défense. Sauf que les Américains ont une vision très extensive de ce qu'est la protection de la nation, y compris leur économie. Et donc, ils ont parfois envie de récupérer des informations parce que, concurrentiellement, ils ont besoin de ces informations. C'est pas une vue de l'esprit. C'est-à-dire que dans le conflit Airbus-Boeing, alors,
c'est pas de ma faute, mais Boeing a perdu depuis quelque temps pour plein de raisons. C'est qu'ils ont été mauvais dans la construction de leurs avions. Mais souvenons-nous du conflit Boeing-Airbus il y a quelques années. Ça nous a valu d'abord de l'espionnage de façon assez forte, notamment des écoutes de téléphone d'Angela Merkel à la bonne époque. On a oublié, mais il n'y a pas si longtemps que ça. Et puis ensuite, il y a eu des mesures de rétorsion très fortes quand Airbus a réussi à prendre des parts de marché. Et ça s'est, souvenons-nous, ça s'est passé sur le vin, ça s'est passé sur le Roquefort. C'est anecdotique, mais ça montre bien que les États-Unis feront toujours tout pour préserver leur économie. Et donc, dès qu'ils peuvent faire de l'intelligence économique, ils le font. Et les grandes entreprises américaines ont systématiquement des représentants ou des contacts avec la NSA, le FBI, la CIA, pour essayer d'avoir des informations qui leur permettent d'être plus au fait des choses et de pouvoir anticiper. Donc non, ce n'est pas une vue de l'esprit, ça existe vraiment. Et du coup, vous disiez que l'Union européenne et les États-Unis ont travaillé depuis longtemps, depuis plus de 2 ans, en fait, sur ce type d'accord. Avant le DPF, il y avait donc Safe Harbor et Privacy Shield. À la base, ça partait d'un bon sentiment de la part de l'Union européenne qui cherchait du coup à protéger ou encadrer nos données d'une certaine manière, même si donc on connaît l'entrisme des États-Unis à tous les niveaux européens. Qu'est-ce qu'on peut en penser du coup de la position de l'Union européenne à ce sujet, puisqu'au final, c'est quand même la 3e fois qu'elle essaye. Est-ce que ce sera un nouvel échec? Et du coup, est-ce que l'Union européenne nous protège vraiment? Faut différencier la Commission de l'Union. La Commission a décidé de passer en force sur le DPF. Elle a demandé son avis au Comité européen de protection des données, qui lui a dit « c'est bien votre truc, mais c'est pas suffisant, travaillez encore un peu ». Elle est allée voir le Parlement européen qui lui dit « non, il n'en est pas question ». Et elle l'a mis en place. Donc il y a plusieurs questions en fait dans votre question. Est-ce que la Commission protège les données personnelles de nos concitoyens et de nos concitoyens européens avec le DPF? Clairement non. Elle a joué un rôle économique. Elle a simplement vu ça sous l'angle économique. C'est comment est-ce que je soutiens notre économie, je soutiens notamment l'économie allemande, qui est le moteur de l'économie européenne, qui est la rigueur budgétaire qui va déjà un peu moins bien en Allemagne, mais sans la rigueur budgétaire allemande, l'euro n'aurait pas ce poids et cette force. Et donc la Commission a vu ça uniquement de ce côté-là, en se disant aussi, de toute façon, au point où on en est, puisque les 3 grands hyperscalers font plus de 78 ou 80% du départ de marché, perdu pour perdu, c'est pas un drame, autant qu'on régularise le... Et en pensant très clairement que le DPF, s'il devait être attaqué devant la Cour de justice, il serait invalidé, mais que c'est pas grave. Ça serait dans 18, 24 mois, 36 mois, et que d'ici là, il serait passé plein de choses, notamment une élection européenne, une nouvelle commission et un nouveau président américain. Donc c'est la Commission aujourd'hui qui est le principal problème. Elle n'a pas vu la protection des données personnelles de nos concitoyens comme étant le point le plus important de son accord. Et on le voit d'ailleurs assez bien en ce moment parce qu'elle est assez facilement attaquée sur l'utilisation d'hyperscalers ou d'outils américains pour stocker ses propres données. Elle voit la facilité, elle voit la capacité d'usage, elle ne voit pas la protection des données. Et ça, c'est une chose qui ne peut pas rester en l'état. Et puis, ça pose un problème démocratique. C'est si le Parlement européen dit non et que la Commission fait comme si elle s'en fichait, ça pose un problème de légitimité de la Commission vis-à-vis du Parlement. Et dans une Europe qui se veut démocratique, normalement, il y a un rééquilibrage entre la Commission et le Parlement. Un peu comme en France, le gouvernement et le Parlement, il y a des discussions, il y a des votes, et si le gouvernement perd un vote à l'Assemblée, il ne peut pas faire autrement que de le perdre. Ça devrait être la même chose au niveau européen, ce n'est pas le cas. Donc c'est aussi pour ça que moi j'ai attaqué le DPF devant le tribunal de l'Union, avec juste la possibilité qui m'était offerte. Je l'attaque pas en tant que député parce que je peux pas, j'attaque en tant que citoyen dans l'utilisation d'un petit bout du traité de Lisbonne qui permet de dire que quand un citoyen a une décision qui lui pose des problèmes de la Commission européenne et que ça lui a un impact défavorable, il a le droit de l'attaquer. Bon, on va voir ce que le tribunal va dire, mais normalement, je n'aurais même pas dû avoir à faire ça. Le fait que le Parlement dise non aurait dû faire que le DPF n'existe pas. Il existe, il faut qu'on aille le plus vite possible devant la Cour de justice de l'Union. Et je pense que la Cour de justice, pour la 3e fois, si elle devait être saisie, elle pourrait dire non, encore une fois, mais je pense qu'elle le dirait de façon plus violente que les 2 premières. C'est pas simplement j'invalide. Elle y mettrait aussi, à mon avis, une référence à la charte fondamentale, à la charte des droits fondamentaux de l'Union,
qui là ferait qu'il n'y aurait pas de quatrième possibilité de refaire un DPF 2 ou un Privacy Shield 2 ou un truc comme ça. Parce que si la Cour de justice l'ancre dans la Charte des droits fondamentaux, il faudra qu'on trouve une autre solution avec les États-Unis. Il n'y en a pas 36 000. Je ne les vois pas adopter un RGPD fédéral. Je ne les vois pas abandonner leur volonté de faire de l'espionnage et de l'intelligence économique, parce que c'est dans leur gène et c'est dans leur mode de fonctionnement. Il faudra qu'on trouve un accord sur le fait que les citoyens européens ont un droit d'accès aux juridictions américaines identiques à celles des Américains. Pourquoi est-ce que c'est pas le cas aujourd'hui? Pourquoi est-ce qu'on n'essayait pas de faire ça? Parce que les États-Unis ont une vision très particulière. Quand on est américain, on a des droits et des devoirs. On a des devoirs, c'est que chaque fois qu'il y a une réquisition d'un juge ou d'une agence, je suis citoyen américain, je suis obligé de fournir ces informations à l'agence qui me les demande. Et je n'ai pas la possibilité de contester, sauf aller devant un tribunal, mais un tribunal américain. La contrepartie, c'est que ma nationalité me protège par rapport à toutes les autres nationalités. Et donc, il y a une vraie différence entre les US persons et les non-US persons. Et les non-US persons ont beaucoup moins de droits que les US persons. Et ça se voit d'ailleurs dans le DPF. C'est-à-dire que les modalités de recours devant les tribunaux américains sont extraordinairement limitées. Il y a 2 nouvelles cours qui sont en fait, on appelle ça des tribunaux, mais en fait ça dépend du pouvoir exécutif. Donc c'est pas vraiment des tribunaux. Et on sait déjà quelle est la réponse qui est fournie parce que c'est marqué dans l'executive order de Biden. Et si vous n'êtes pas content, la seule possibilité de sortie que vous avez, c'est d'aller voir la Cour suprême. Quand on est non-américain, aller à la Cour suprême, je pense qu'on doit pouvoir trouver quelques avocats et ça doit se compter en dizaines, voire centaines de millions de dollars pour pouvoir y avoir accès. Et c'est si la Cour suprême accepte votre cas. En fait, c'est pas un recours effectif. S'il y avait le même droit par rapport aux Américains, pour des Européens, on pourrait aller devant des tribunaux d'État ou un tribunal fédéral. C'est comme l'échelle de droit en France. Ça coûterait peut-être un peu plus cher parce qu'il faut des avocats spécialisés là-bas, mais c'est un peu comme le Conseil d'État chez nous. Donc ça serait plus équilibré. Je pense que c'est ce vers quoi on devrait tendre. Et oui, et pourquoi est-ce qu'on n'y tend pas? Parce que c'est pas nouveau, en fait, cette attitude des États-Unis. Est-ce qu'on a l'impression, là, avec l'attitude de la Commission, qu'ils n'ont pas la volonté ou la vision de protéger les citoyens européens face aux grandes puissances Mais là encore, il faut revenir à la géopolitique actuelle. C'est que nous avons besoin des Américains pour le conflit en Ukraine. Nous avons besoin des Américains pour soutenir l'économie allemande qui souffre beaucoup. Parce que le climat économique mondial est quand même plutôt en diminution. La Chine s'est un peu isolée pour fonctionner par elle-même et développer son propre marché. Donc les Allemands ont besoin des Américains, ils ont besoin du gaz américain et on a besoin des armes américaines pour soutenir l'Ukraine. On n'est pas en capacité de fournir tout ce qu'on doit fournir aux Ukrainiens. Donc sans les Américains, ça ne marche pas. Et la Commission européenne le voit sous ce prisme-là. Et après, peut-être qu'il faut avoir, j'imagine qu'ils l'ont, cette vision long terme de se dire qu'est-ce qui pourrait nous faire sortir de cette dépendance aux États-Unis, qu'est-ce qu'on pourrait apporter qui pourrait peser dans la balance autre que nos données personnelles finalement. Mais, alors, il y a des tentatives par ailleurs. DSA, DMA sont des tentatives justement d'essayer de desserrer les taux. Mais c'est beaucoup plus... comment dire, ce sont des réglementations prospectives pour l'avenir. Qui vont se mettre en place délicatement, un peu comme le RGPD. Donc les entreprises américaines vont s'adapter au DSA, au DMA. Elles commencent déjà à le faire. Mais on ne bouleverse pas le jeu. Alors qu'avec le DPF, on bouleverse complètement le jeu. C'est-à-dire que les données, elles peuvent circuler librement. Et si on l'invalide, ça serait d'ailleurs un vrai problème pour les entreprises américaines parce qu'elles ne pourraient plus fonctionner comme elles fonctionnent aujourd'hui chez nous. Donc c'est leur business model entier qui serait impacté. La Commission, elle essaie de sauver le court terme, mettre en place des choses sur le moyen terme, on y reviendra avec l'IACT par exemple, mais elle essaie de préserver quand même le court terme, et le court terme c'est quand même l'activité économique en Europe et sa capacité budgétaire. On le voit bien en France, on a un problème budgétaire, on le voit en Italie, il y a un problème budgétaire, il y a grosso modo une dizaine de pays sur les 27 qui pourraient faire l'objet de procédures de sanctions budgétaires. Les Allemands sont ceux qui tiennent la boutique de l'euro par leur rigueur budgétaire, et donc il faut les soutenir. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il faut le faire au détriment des données personnelles de nos concitoyens. Et on le voit, en termes économiques, on est en train de mettre les 2 pieds dans un bloc de béton. L'affaire VMware Broadcom le montre. C'est-à-dire que quand ce n'est pas un intérêt géostratégique, ça peut être un intérêt privé d'une entreprise privée qui a envie de se faire du cash et qui augmente le prix de ses licences de quasiment 7 fois, juste pour rembourser l'investissement qu'ils ont fait. Et donc on voit bien que ces 2 logiques sont des logiques qui aujourd'hui nous
m'inquiète, moi, pour l'avenir, et ça commence à inquiéter pas mal de monde. C'est pour ça qu'il faut qu'on développe absolument une forme d'autonomie stratégique, pour pas dire de souveraineté numérique européenne. Et pour ça, il faudra qu'on ait la volonté de tracer une perspective et d'arrêter de penser que les Américains seront toujours à nos côtés. Ouais. Parce que même s'ils sont toujours à nos côtés, les entreprises privées pourraient avoir des intérêts économiques à nous tondre, et que sans eux, la plupart de nos systèmes ne marchent pas. Or, on va avoir besoin de pouvoir s'en passer. Donc il faut absolument qu'on développe ça, et il faut qu'on arrive à développer aussi, mais on y reviendra sur l'IA, parce que je pense que c'est le principal problème. Il faut qu'on fasse des technologies dures, du hardware, notamment des puces. Alors justement, vous parlez d'intérêt privé. Qu'est-ce qui fait qu'en Europe, on a encore un peu du mal à faire émerger des big tech en France ou en Europe pour concurrencer les GAFAM, pour concurrencer les BATX qui sont leurs concurrents chinois? Est-ce que c'est par manque de vision, par manque de ressources, par manque de savoir-faire, d'intérêt? Non, je pense que c'est... Je vais être très, très cash. Je n'ai pas l'habitude d'avoir une langue de bois, mais je pense qu'en fait, nous sommes purs. La Commission européenne, l'Europe, pense que la concurrence libre et parfaite est ce qui fait la croissance économique. Et que donc, il faut que nous soyons l'endroit le plus ouvert possible, et que parce que nous sommes ouverts, les choses sont en concurrence et que c'est le marché qui va décider. La main invisible. C'est pas vrai. Les États-Unis ne fonctionnent pas comme ça. Les Chinois ne fonctionnent pas comme ça. Nous sommes les seuls à autoriser ce genre de choses. Donc il faut absolument qu'on arrive à prendre des réglementations que les Américains ont. Un Small Business Act, un Buy European Act. Les Américains ont un Buy American Act. L'État fédéral américain ne peut pas acheter autrement qu'américain. Et s'il doit acheter autrement qu'américain, c'est parce qu'il n'y a pas l'offre américaine de disponible. Et ils doivent le justifier. C'est-à-dire que l'acheteur doit faire un pavé de 70 pages pour expliquer pourquoi il ne peut pas trouver aux États-Unis un produit qui correspond à ce dont il a besoin. En pratique, ça s'appelle du protectionnisme. C'est pas méchant de dire ça. Les Américains le font. Pourquoi nous ne le ferions pas? On se rééquilibrerait. Sauf qu'aujourd'hui, on a considéré qu'il fallait qu'on soit les plus purs des plus purs et qu'on ne devait pas se prendre ces réglementations-là. Je pense que c'est en train d'infuser. Je pense que les élections européennes, malheureusement, pour plein de raisons, vont générer cette volonté-là. Alors c'est bien si c'est vraiment fait dans ce cadre-là. C'est moins bien si c'est une forme de souverainisme et de repli sur soi. Bon. Mais il faut qu'on puisse protéger nos entreprises. Il faut qu'on puisse déverser de la commande publique vers les entreprises. Et pour ça, il faut que nous ayons des réglementations qui nous le permettent. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et malheureusement, avec UCS, on pensait qu'on pourrait éventuellement faire ça parce que Secnum Cloud aurait été une des spécifications mises dans les marchés publics. Si UCS n'est pas conclusif en termes de, comme on voudrait en termes de négociation européenne, on perdra encore cette façon de voir, cette façon de fonctionner. Et donc, je pense que c'est une idée vraiment de l'Europe de se laisser ouverte, alors que les Chinois se protègent par des joint ventures systématiques, majoritairement au capital chinois, et que les Américains ont mis des barrières qui sont celles qu'on connaît. Bon, et puis, on a des événements récents qui auraient dû nous alerter. Quand Joe Biden fait son plan de relance, son Inflation Reduction Act, son fameux IRA, notamment sur les voitures, il dit que les Américains pourront bénéficier d'un crédit d'impôt si la voiture elle est américaine, construite aux États-Unis, avec des pièces américaines, sur un design américain, et avec l'ensemble des pièces produites aux États-Unis. Bon, si ça ne s'appelle pas du protectionnisme, je ne sais pas comment ça s'appelle. Bien sûr. Et sur un plan plus français, du coup, je sais qu'on est quand même assez envié par nos partenaires européens, malgré tout, en matière de numérique. Je pense notamment au programme French Tech 2030, sur lequel j'ai eu la chance de discuter avec Florent Kirchner dans un précédent épisode de podcast. Et donc, on voit émerger de nombreuses jeunes pousses, des startups innovantes, mais le cap d'après, devenir une PME, une ETI, ça reste encore difficile à franchir. Comment est-ce que vous l'expliquez ? Alors, c'est vrai qu'on a beaucoup de talent et on a un foisonnement d'offres et de pépites. On a deux problèmes. On a un problème de scale-up. Donc, c'est typiquement la question de la commande publique. Et quand je dis commande publique, c'est la commande publique drive forcément ensuite la commande privée. Donc, les deux sont intimement liés, mais il faut bien commencer par quelque chose. Et le deuxième, c'est qu'on manque de capitaux. Et que assez facilement, pour faire des différents tours de série, il faut aller se tourner vers des capitaux américains. L'exemple de Mistral, on en reparlera peut-être, c'est ça aussi. Pourquoi ? Parce que nous avons un système de
participation au capital qui n'est pas du tout le même que celui des Américains. Les Américains ont des liquidités complètes parce que c'est les fonds de pension qui les utilisent. Comme nous sommes sur, par exemple, de la retraite par répartition, nous n'avons pas cette capacité-là. C'est pour ça qu'on a lancé des programmes et que le gouvernement a bien fait de lancer ces programmes. Mais ils sont très bons pour l'amorçage. Ils ne sont pas suffisamment taillés pour faire du scale-up et pour faire des tours de table pour augmenter la capitalisation de ces entreprises. Or, on voit bien aujourd'hui la différence, même sur des petits segments de marché, que ce soit en cyber ou ailleurs, entre une entreprise qui a fait une levée de fonds et celle qui ne l'a pas fait. Ouais. Il y a un effort commercial, un effort de R&D très important chez celui qui a fait la levée de fonds, qui est beaucoup plus faible chez celui qui ne l'a pas fait. En revanche, le fait de mettre beaucoup de capitaux dispense de temps en temps les entreprises de penser qu'il faut qu'elles soient rentables. Ouais. Et on a aujourd'hui quelques désillusions d'entreprises qu'on pensait être des licornes, qui sont aujourd'hui des licornes, mais qui n'ont toujours pas trouvé le chemin de l'équilibre financier, qui ont un résultat d'exploitation déficitaire, qui perdent de l'argent chaque année et qui brûlent de la trésorerie chaque année. Et donc on voit bien que ça a une sorte de limite aussi, c'est que les petites boîtes qui n'ont pas levé, elles sont obligées de faire des efforts elles-mêmes de résultats pour pouvoir faire leur propre R&D. Il faudrait qu'on arrive à trouver un système intermédiaire. Est-ce que vous voyez du coup des changements arriver, notamment sur la commande publique, pour aider les startups à devenir scale-up ? Non, pas vraiment, parce qu'on est assez coincé par les règles européennes, et puis parce que on a quand même un tropisme assez fort américain et de simplicité. Les acheteurs publics, je ne veux pas leur jeter la pierre, mais ils ont toujours été biberonnés au droit. C'est-à-dire qu'un contrat doit être un contrat juridiquement parfait. Et donc si je peux en avoir un seul et pas 50, ça m'arrange. Donc d'avoir une seule tête en face de soi, c'est quand même plus facile que d'en avoir 50. Donc il n'y a pas d'allotissement des marchés. Et puis, il y a toujours la crainte que le marché public soit envoyé au tribunal parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas été respecté, parce que c'est toujours une guerre assez forte entre les concurrents qui n'ont pas été retenus. Il y en a bien un ou deux qui vont attaquer l'appel d'offres devant le tribunal. Et donc, les acheteurs sont des juristes, ils ont très peur de ça. Ce qui devrait être fait, c'est qu'on devrait pouvoir allotir plus les marchés publics et on devrait pouvoir déculpabiliser les acheteurs de cette potentielle sanction d'un tribunal. Et alors, oui, il y a eu un appel d'offres, on a raté le truc, on a mal rédigé le contrat, c'est 1 sur 50, et c'est pas grave. Voilà. Et ça, aujourd'hui, c'est pas suffisamment le cas, l'État le fait pas, et puis l'État est très mal organisé sur ses appels d'offres, chaque ministère fait ses appels d'offres, il n'y a pas de vision coordonnée des appels d'offres dans ce domaine-là, c'est ça qui aujourd'hui pêche. Et il y a même des ministères qui utilisent encore des outils américains. Ah oui, mais ça, oui, mais pas que des ministères. Enfin, on prend le dernier exemple en date, le Health Hub, qui est devenu plateforme de données de santé, avec son fameux projet EMC2, ils prennent des Américains. Pourquoi ? Parce que c'est facile à déployer, parce qu'ils ont déjà l'habitude, parce que ça ne change pas grand-chose dans leur mode de fonctionnement. C'est pas comme ça qu'on arrivera à aider nos startups à pousser et à grandir. Et puis on a des solutions bien plus sécurisées qui existent déjà en France. Et on est très très bon. Enfin, je pense qu'il faut qu'on arrête de penser qu'on est mauvais et que les Américains sont meilleurs. Les Américains ont plus de profondeur et de largeur parce qu'ils ont fait depuis des années des acquisitions, parce qu'on leur a donné de l'argent. Mais on a aujourd'hui des boîtes en France qui, si on les mettait ensemble, font mieux que ce que font les Américains. Ça nécessite simplement un peu d'huile de coude et un peu d'envie. Et c'est un peu ça le problème, c'est qu'il faudrait qu'on ait de l'envie, il faudrait qu'on ait du courage politique, de dire maintenant ça suffit. Et on va prendre, au lieu de prendre un seul Américain, on va prendre 10 Européens. Et dedans, il y en aura certainement 8 ou 9 qui seront français parce qu'on a les ressources pour le faire. Les Américains sont très bons en marketing aussi et nous, on est très bons en technique. Donc, faut pas qu'on l'oublie. Pour finir sur le sujet de la souveraineté, en 2020, Thierry Breton, donc commissaire européen, regrettait que l'Europe eût perdu la bataille des données personnelles, mais il anticipait déjà celui d'un nouveau marché unique face aux géants technologiques américains et chinois, celui des données industrielles issues des entreprises et usines telles que Airbus, Alstom, Peugeot, Sanofi. Il en reste quelques-unes. Est-ce que l'IA, selon vous, ce serait un troisième marché dont l'Union européenne doit se saisir ? Je sais pas si l'IA est un marché à part entière ou si c'est quelque chose qui va tellement être intégré dans l'économie que ça ne sera pas un marché spécifique. Ça sera tellement dans toutes les activités de tous les jours pour tout le monde, particulier comme chef d'entreprise, que je ne suis pas sûr que ce soit un marché spécifique. Voilà, je ne veux pas l'identifier comme un marché spécifique. Je pense que c'est quelque chose qui va tellement infuser dans la société, infuser dans notre mode de fonctionnement, que
On ne peut pas passer à côté, mais on ne peut pas simplement l'adresser en disant, voilà, l'IA, c'est pas que l'IA générative, c'est pas que ChatGPT. C'est du contrôle qualité en fin de chaîne pour une entreprise industrielle, c'est du traitement de données hétérogènes, c'est de la recherche médicale, c'est même pas simplement la recherche médicale, mais de la lecture de radio ou de scanner à très grande vitesse pour permettre de faire du dépistage. C'est tellement tout ça qu'on ne peut pas simplement voir l'IA comme étant un marché. On n'a pas perdu le marché des données personnelles. Vraiment, il faudrait qu'on ait le courage de pouvoir se dire que justement qu'il n'y a pas de DPF et qu'on fait d'autres choses. Sur les données, ce qui m'inquiète un peu sur les données industrielles, c'est qu'on est en train de prendre exactement le même virage qu'avec le RGPD. C'est-à-dire que beaucoup d'entreprises ne se posent pas la question de ce qu'elles mettent dans des clouds des hyperscalers. Et elles utilisent des systèmes qui sont des systèmes dont elles deviennent tellement addictes qu'elles auront du mal à les remplacer parce qu'on n'a pas développé cette filière. Je prends un exemple, Airbus a beaucoup gagné d'argent avec Palantir pour la partie entretien de ses avions parce que Palantir fait du traitement de données hétérogènes et donc arrive en fonction des différents éléments à déterminer quel est le moment le plus opportun pour faire la maintenance d'un avion. Et ça coûte moins cher à Airbus de faire la maintenance de l'avion et donc il gagne plus d'argent. EDF a décidé de confier le traitement, la partie gestion de ces pièces détachées de centrales nucléaires à Amazon. Pourquoi ? Parce que en termes de gestion de stock, Amazon sait superbement bien faire. Là aussi, c'est du traitement de données hétérogènes. Si on ne fait pas attention, et j'en prends un troisième exemple, le CRM, la gestion de relations clients, c'est Salesforce qui est aujourd'hui en tête de pont, parce que c'est simple, parce que c'est bien fait, etc. Et donc, tout le monde bascule sur Salesforce pour son CRM. Si on ne fait pas attention, on risque d'être totalement dépendant de ces trois technologies-là. Et là encore, un peu comme VMware et Broadcom, le jour où, pour des raisons uniquement financières, ces entreprises ont décidé d'augmenter le prix de la licence ou de baisser les spécifications pour l'Europe, pour que les Américains aient un coup d'avance, on sera perdant. Et si pour des raisons géostratégiques, un petit blondinet début du mois de novembre devient à nouveau président des États-Unis et qui décide de s'engager dans une guerre avec la Chine et qui dit à l'Europe, vous êtes avec moi, ou si vous n'êtes pas avec moi, vous serez contre moi même si vous n'êtes pas pour les Chinois, et du coup il y a des mesures de rétorsion, la partie des licences numériques seront une arme absolument fabuleuse. Il l'a déjà fait. Il l'a déjà fait avec les Chinois. Il l'a fait avec Huawei quand il leur a dit qu'ils n'avaient plus le droit à l'OS de chez Google. Qu'est-ce qu'il nous dit qu'ils ne le feront pas avec nous si jamais ils en ont besoin. Donc il faut absolument qu'on arrive à trouver les moyens, quand on utilise un produit dont on commence à penser qu'il est un produit d'avenir, qu'on développe notre propre filière à côté. Et pour l'IA, ça sera exactement ça. On a besoin de développer notre propre filière. Et on a besoin aussi de faire de l'open source. Parce que c'est par l'open source parfois qu'on arrive à trouver des solutions de contournement à des logiciels propriétaires de grands groupes américains. Alors justement, vous dites que l'IA, c'est l'avenir et c'est peut-être notre porte de sortie face à cette concurrence forte de la Chine et des États-Unis. Il y a l'IA Act qui a été voté à l'unanimité par les 27 pays membres de l'Union européenne le 2 février 2024, après 7 mois d'opposition de la part de la France. Thierry Breton, donc le commissaire européen au marché intérieur, a salué l'adoption de cette loi. Et il dit que c'est un équilibre parfait entre innovation et sécurité. Est-ce que vous partagez cette remarque ? Oui, sur le principe, non sur la forme. Certainement pas un équilibre parfait. Ouais. Il n'y a jamais d'équilibre parfait, surtout sur une technologie dont nous ne connaissons absolument rien. Enfin, quand je dis qu'on ne connaît rien, on est au début de la préhistoire de l'intelligence artificielle. Donc dire qu'on a d'ores et déjà un équilibre parfait, ça me semble très présomptueux. Maintenant, il y a un vrai équilibre dans cette proposition. Il ne faut pas voir l'IA Act comme l'alpha et l'oméga de tout. C'est simplement aujourd'hui un cadre qu'il va falloir qu'on décline et qu'il va falloir qu'on adapte en fonction de la technologie. Donc le fait qu'on soit mis d'accord à 27 sur ce texte-là, c'est déjà bien. Parce que je rappelle qu'effectivement, on était dans une situation de blocage. Oui. Voilà, que le texte, il a beaucoup changé entre la première mouture et la mouture d'arrivée, ne serait-ce que parce que ChatGPT est passé par là et que l'IA générative est passée par là. Parce qu'il y a beaucoup de questions qui se posent sur les données personnelles, l'utilisation des données personnelles, notamment pour l'entraînement, et qu'on commence à voir ce qui était présupposé et pensé est en train de se réaliser, c'est que l'IA est en capacité d'être un outil malveillant. Et le dernier exemple en date, c'est quand même l'utilisation par les Israéliens de l'IA dans leur conflit avec le Hamas. Et on peut se dire que dans des mains non démocratiques, l'IA peut être un mauvais outil.
Et donc, il fallait absolument qu'on mette un cadre. Le fait qu'on ait un cadre à 27 est rassurant, c'est qu'on s'est mis d'accord sur le cadre à 27. Maintenant, c'est un cadre relativement large qu'il va falloir qu'on redécline ensuite bout par bout. Et puis, la vraie question, enfin, tout le monde a parlé du nombre de flops et la limite en nombre de flops, 10 puissance 24, 10 puissance 25, 10 puissance 26. Pourquoi 24, pourquoi 25, pourquoi 26? Parce que Biden avait dit dans son executive order que c'était 26. Oui, mais nous, on veut faire moins, donc ça sera 24. Oui, mais en fait, il faudrait qu'on arrive à trouver quelque chose de convergent, donc on a pris 10 puissance 25. La vraie question, c'est est-ce que dans un an, on sera obligé de raisonner en 10 puissance 24 ou 10 puissance 25 ou 10 puissance 26 flops ou pas? Peut-être que la compression des réseaux de neurones fera qu'on en aura moins besoin. Peut-être au contraire qu'il nous faudra encore plus de puissance de calcul et on sera sur des 10 puissance 30, 40, 50. On n'en sait rien en fait. Est-ce que vous pouvez expliquer très rapidement ce que c'est que ces flops C'est la puissance de calcul, c'est le volume pour les modèles grand public, ceux qui sont les modèles les plus génériques, c'est la puissance de calcul dont on a besoin pour les faire fonctionner. Et aujourd'hui, les Américains Biden avait pris un executive order antérieur à l'IA Act, dans lequel il a émis une limite, et l'Europe a décidé de descendre cette limite. C'était d'ailleurs un des sujets de friction avec la France, parce que les premières propositions étaient nettement en dessous. Là, on revient sur ce que les Américains ont fait, on s'y achemine en tout cas. Pourquoi je trouve que c'est bien, c'est qu'on a réussi quand même dans l'IA Act à préserver des obligations de sécurité et d'utilisation différentes si on est sur des algorithmes d'intelligence artificielle open source, sur des algorithmes très spécifiques, par exemple ceux qui permettent de faire de la lecture d'IRM ou de radio pour faire du dépistage de cancer du sein, des choses comme ça, et des IA génératives grand public dans lesquelles on peut faire du trucage, de l'hypertrucage, des deepfakes, ce genre de choses. C'est pas tout à fait la même chose, c'est pas tout à fait les mêmes enjeux, et c'est pas tout à fait les mêmes risques. Parce que je rappelle du coup que les oppositions de la France portaient sur le fait que le gouvernement cherchait à protéger les startups d'IA françaises, capables de créer du texte ou de l'image à l'instar de ChatGPT. Et donc, je pense à Mistral AI, par exemple. Mais Bercy cherchait à faire en sorte que nos données d'entraînement de ces modèles d'IA ne soient pas divulguées à un tiers de confiance, tel que le Bureau européen de l'IA, créé par l'IA Act. C'est bien ça? Oui, en fait, l'idée de la France, c'était de se dire on ne pourra réglementer très correctement et très, très rationnellement que si les acteurs sont plutôt des acteurs européens. Donc il faut qu'on ait des champions qui permettent de rivaliser avec ceux qui existent déjà, notamment OpenAI, et que quand on aura des champions, comme on les aura sous la main, qui seront de nationalité européenne, ce sera beaucoup plus facile pour aller voir ce qui se passe dedans et pour faire de la régulation. Mais si on met un cadre trop strict dès le départ, et qu'il y a le DPF par ailleurs, qu'une partie des données d'entraînement pourrait partir aux États-Unis pour servir d'entraînement au moteur d'intelligence artificielle américain, on va être obligé d'acheter ensuite les licences de ces modèles, alors qu'on aurait pu les construire chez nous. Donc il y avait une vraie vision très différente entre la France, un certain nombre de pays, et notamment d'autres. Des pays très protecteurs, en disant mais données personnelles, il faut absolument qu'on soit très très strict dès le départ. Et ce qui a été, c'est le consensus qui a été obtenu, c'est on permet d'avoir des champions européens qui ont les capacités de faire des modèles d'entraînement généralistes très importants, en IA générative par exemple, et que du coup, quand on saura comment la technologie évolue, et quand on saura comment est-ce qu'elle va être utilisée, là on pourra faire de la régulation beaucoup plus simple. On a essayé, ça provient d'une idée pas idiote, hein. On a bien vu le problème des réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'on a cherché à réguler les réseaux sociaux après 10 ans d'existence des réseaux sociaux qui avaient imposé leurs propres règles dans les conditions générales d'utilisation. Et quand on a voulu mettre les règles que nous voulions sur la protection des mineurs, sur un certain nombre de choses, on s'est heurté à des usages qui étaient devenus tellement différents de ceux qu'on voulait réguler que c'était inefficace et que parfois juridiquement on a même des problèmes d'adéquation entre les conditions générales d'utilisation et notre réglementation. Là, pour une fois, on s'est dit on pourra bien réguler si on a les acteurs sous la main, qu'on sait exactement ce vers quoi ça va, et on pourra à ce moment-là, en mettant des grosses pierres, en balisant le chemin, on pourra éviter que ça soit utilisé n'importe comment. Et du coup, la Paris n'a pas réussi à imposer son mécanisme de protection sur ce sujet-là. Est-ce que c'est une défaite ou est-ce que c'est... Non, c'est un compromis. Là encore, il valait mieux qu'on ait un accord à 27 sur le sujet qu'on n'ait pas d'accord du tout. Pas d'accord voulait dire pas de régulation, voulait dire qu'on se laissait, on laissait n'importe qui venir sur le marché faire n'importe quoi. On l'a bien vu, hein, ChatGPT, quand il est arrivé en Europe, la première chose qui a été faite, c'est
c'est l'équivalent de la CNIL italienne, qui a interdit ChatGPT en Italie. Deux choses. La première, les Italiens ont utilisé des VPN pour aller utiliser ChatGPT en Autriche. Vous regardez, le flux s'est totalement transféré des Italiens vers les Autrichiens. Donc en fait, ça sert à rien de faire ce genre de choses. Et la deuxième, c'est que la CNIL et OpenAI ont discuté et ont trouvé un espèce de consensus qui n'a rien changé dans le mode de fonctionnement d'OpenAI, parce que OpenAI a fait des concessions immédiates à la CNIL italienne, mais 2 mois plus tard, il développait un nouvel algo, une nouvelle version, qui était 10-15 fois plus puissante que la première, et qui du coup balayait d'un trait de plume tout ce qui avait été négocié avec la CNIL italienne. Donc on voit bien que si on met de la régulation dure, stricte, sur quelque chose qui encore une fois est en gestation, on n'a pas vu le début du commencement de l'IA, on va forcément se bloquer et on laissera les autres, et notamment les Américains, et les Chinois aussi, mais ça on pourra en reparler, parce que les Chinois sont un peu à la ramasse pour plein de raisons, on n'arrivera pas à tout réguler. Et donc il fallait qu'on ait un accord. Il valait mieux qu'on ait un accord, pas forcément celui qu'on voulait totalement, mais on a eu un consensus à 27. Et c'est ça qui est important aussi, c'est qu'on arrive à montrer qu'à 27, on s'est mis d'accord. Alors, suite au vote de l'IA Act, Gatewatcher a fait un sondage sur LinkedIn en posant la question suivante. Cette nouvelle règle sur l'IA pourrait-elle devenir un frein au développement des startups comme le craint la France ? Et le résultat nous a surpris puisque malgré un panel de profils assez variés, on a eu des chercheurs, des RSSI, des professeurs, des avocats et des ingénieurs. 52% pensent que l'Europe va en effet trop rapidement sur le sujet de l'IA, tandis que 48% ne trouvent pas. Donc c'est vraiment très hétérogène. Comment est-ce que vous expliquez ce type de résultat ? Je serais aujourd'hui patron d'une start-up dans l'IA, en IA générative, je vous dirais forcément que ça va me brider. Je suis aujourd'hui RSSI d'une grosse boîte du CAC 40 ou une boîte de taille intermédiaire qui va vouloir utiliser de l'IA dans son processus de production industrielle. Je ne pense pas que ça soit bloquant parce que justement, ça va m'apporter une sécurité supplémentaire et donc la possibilité de me dire, bah oui, mais c'est soumis à la réglementation européenne, donc c'est que normalement, ça va bien. Donc l'hétérogénéité, elle vient aussi du panel, certainement, des personnes que vous avez demandé, à qui vous avez demandé. Maintenant, l'IA Act, il n'est pas fait pour libéraliser totalement le marché. C'est bien une réglementation. C'est quand même, la réglementation n'est pas faite pour permettre tout et n'importe quoi. Elle est justement là pour dire ce qui est autorisé et ce qui ne l'est pas. Donc c'est forcément un frein. Mais ce n'est pas un frein aussi strict qu'on aurait pu le penser, puisque ça prévoit des bacs à sable réglementaires, ça prévoit un certain nombre de choses qui permettent justement de continuer à avoir un écosystème qui se crée et qui soit utilisable sur des usages non prévus pour l'instant. On a simplement mis des grosses barrières en disant qu'il ne faut pas que l'IA décide à la place d'un être humain. Bon, bah, c'est très bien, moi ça me va bien. Quand on dit ça, peut-être que si dans 50 ans, on se rend compte que l'IA est en mesure de prendre des décisions à notre place, mais qu'on est en capacité de le superviser après, on changera peut-être la règle. Mais pour l'instant, vu ce que fait l'IA, il faut absolument qu'il y ait un contrôle humain qui reste derrière. Bon, bah, ça a été mis dans l'IA Act, moi ça me va bien. Donc si j'étais aujourd'hui interrogé, je serais plutôt dans la partie de ceux qui pensent que ça ne va pas brider l'innovation. Ça l'encadre, mais ça ne la bride pas. Ce qui est important, c'est les usages et comment est-ce que derrière, on va aider les entreprises qui font de l'IA à prospérer et comment est-ce qu'on va utiliser, on va dire, aux entreprises normales, enfin aux entreprises non numériques, qu'elles vont avoir besoin d'utiliser l'IA. Et comment on va les aider à intégrer l'IA dans leur politique d'investissement et dans leur processus de fabrication, que ce soit industriel ou de service. Et comment est-ce qu'on va accompagner la population dans ces changements importants que l'IA va générer pour les emplois, pour les compétences, pour un certain nombre de choses. Et ça, aujourd'hui, par contre, c'est le point qui me manque le plus, c'est que je ne vois pas dans les politiques publiques l'impact de l'IA, notamment sur ce qui est chômage, retraite, etc., formation tout au long de la vie. Tout ça, aujourd'hui, je ne le sens pas infusé au sein de l'administration. Et c'est ça qui m'inquiète le plus. Oui, effectivement, ça c'est des sujets qu'on va aborder juste après. Moi, j'avais une question. Effectivement, vous l'avez dit, et c'est vrai, l'IA est déjà intégrée dans beaucoup de secteurs, dans la santé, dans les assurances et même en politique. L'Assemblée a d'ailleurs récemment produit un amendement sur le projet de loi pour les JO et les Jeux Olympiques et Paralympiques, en vue, je cite, de renforcer les garanties encadrant l'utilisation à titre
expérimentale de traitement algorithmique sur les images captées par les dispositifs de vidéoprotection et les drones afin de détecter et de signaler des événements prédéterminés susceptibles de menacer la sécurité des personnes. C'est ça qui est bien, c'est qu'avec ChatGPT, on arrive à savoir encore quand ça a été rédigé par ChatGPT ou pas. C'est long. Ça le truc. C'est long. Qu'est-ce que vous en avez pensé de ce texte ? Est-ce que vous êtes favorable à ça ? Sur l'amendement lui-même, non, il était idiot. Mais justement, parce qu'il était... Aujourd'hui, l'IA générative, mais comme beaucoup d'IA, ce sont des questions de mathématiques. Et donc, on arrive sur des moyennes de moyennes, et donc, de temps en temps, ça donne des amendements qui sont un peu incongrus, un peu idiots. Mais clairement, il faudra qu'on se pose la question de l'IA, notamment pour nous, parlementaires. C'est que... si on n'a plus besoin d'assistants parlementaires parce que l'IA leur remplace plein de choses, comment est-ce qu'on va fonctionner ? Quelle va être la plus-value des assistants parlementaires ? Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir continuer à faire ? Il y en a beaucoup de mes collègues qui utilisent de l'IA pour faire le sous-titrage des fameuses vignettes qu'ils publient sur les réseaux sociaux parce que c'est plus simple. Bon. Donc, c'est pas grave, c'était des assistants parlementaires qui étaient mal payés, qui faisaient ça au kilomètre, donc ça n'avait pas forcément beaucoup d'intérêt pour eux. C'est-à-dire qu'il faut qu'on se repositionne et qu'on repositionne les métiers de chacun, les compétences de chacun, et qu'un certain nombre de tâches que l'IA peut faire mieux et plus vite que nous, à moins cher, il faudra qu'on se pose la question de savoir où est la vraie valeur ajoutée des êtres humains. Et donc, l'amendement, il montrait simplement que c'était possible. Ça a montré aussi qu'on l'avait vu. Voilà. Par contre, l'amendement en lui-même, il n'était pas bien rédigé, il n'était pas légistiquement cohérent, ça manquait de cohérence parce que c'est pas un truc sur lequel ChatGPT a été beaucoup entraîné. ChatGPT a été entraîné d'abord en anglais, sur beaucoup de choses en anglais, et pas sur les textes juridiques très spécifiques en langue française. Donc ça se voyait. Mais au fur et à mesure du temps, ça se verra de moins en moins. Donc il faut qu'on se pose ces questions, il faut qu'on se projette dans nos fonctions de demain. Est-ce que selon vous, il y a des domaines dans lesquels l'IA ne devrait pas s'implanter ? Non, il y en a aucun dans lequel il ne devrait pas s'implanter. Il va s'implanter partout. Dans le domaine de la défense, il s'est déjà implanté depuis longtemps, il va continuer à s'implanter. C'est d'ailleurs une des craintes des Américains vis-à-vis des Chinois, c'est que les Chinois utilisent beaucoup l'intelligence artificielle en marine. Et on voit bien que la volonté des Chinois, c'est de prendre la main sur l'Indo-Pacifique. Ils développent beaucoup leur marine. C'est d'ailleurs une des difficultés. Il faudra qu'on y revienne sur la question de la concurrence sur l'IA. Dans le domaine de la santé, on voit bien que ça a un apport phénoménal, que ce soit en recherche ou que ce soit dans le diagnostic. C'est-à-dire qu'on manque de médecins, on manque de radiologues. Quand on fait des opérations de sensibilisation ou dépistage du cancer du sein, on a besoin d'avoir éventuellement 150 centres d'examen partout en France avec un manipulateur radio qui fait la radio, et les images sont ensuite envoyées à une intelligence artificielle qui va faire un premier tri. Oui. Et quand il ne voit rien sur l'image, à 99,9%, parce que ça on peut le régler, il n'y a rien à voir, et ben donc on dit à la personne, il n'y a pas de problème, vous revenez dans 2 ou 3 ans. Par contre, ça sort les radios qui posent problème, et là, il y a un radiologue expérimenté, qui est un être humain, qui la regarde, parce que il y a encore un savoir-faire particulier de l'être humain vis-à-vis de la machine. Et ben ça, c'est génial. Je ne vois pas pourquoi on s'en passerait. Dans le domaine de la justice, quand on voit que la justice, à certains moments, met 18 à 24 mois pour rendre une décision, si l'IA permet de préparer des décisions en la rendant conforme à la jurisprudence et à un code, et que ce sont des choses assez manichéennes, l'exemple type, c'est typiquement le calcul de la pension alimentaire. C'est un calcul mathématique. L'IA peut le faire très vite pour préparer les décisions pour le juge. Il faut simplement s'assurer que le juge il comprend ce que l'IA a fait et que ça soit bien le juge qui décide à la fin. Mais si ça permet de gagner 6 ou 12 mois de délai de jugement, vous imaginez, c'est génial. On ne peut pas s'en passer. Maintenant, est-ce qu'il y a des endroits où philosophiquement nous aurons des questions ? Oui, on va se poser des questions philosophiques sur est-ce que l'IA, un peu ce qui se passe en Israël, est-ce que l'IA peut décider quelle est la prochaine cible de Tsahal ou pas ? Est-ce que l'IA peut écrire un livre et est-ce qu'on doit lui donner un copyright ? Toutes ces questions-là, qui sont des questions de production intellectuelle, on commence à se les poser, mais on n'a encore pas vu la totalité de ce que peut faire une IA, et donc ça viendra au fur et à mesure du temps. Bien sûr. Pour revenir sur les sujets de santé que vous évoquiez là juste à l'instant, en fait, si on prend l'exemple du Health Data Hub dont vous parliez tout à l'heure, dont le but est de valoriser le patrimoine des données, de simplifier l'accès et le partage des données des citoyens et plus largement l'utilisation des données de santé par l'intelligence artificielle, est-ce que, selon vous, c'est une pratique vertueuse ou inquiétante ? Est-ce que vous seriez en faveur d'imposer le stockage de ces données dans des infrastructures
Technum Cloud par exemple, voire appliquer des règles rigoureuses dans le cadre du projet de loi numérique SREN? Alors oui, alors c'est le cas dans SREN. Enfin, je dis ça sous réserve que demain ça soit voté conforme à l'Assemblée. Bon, je pense qu'on devrait y arriver. Mais oui, on a besoin absolument que les données de santé, qui sont des données très particulières, soient le plus protégées possible. Ma vraie crainte sur les données de santé, c'est pas que les Américains, si ils peuvent aller voir les informations concernant ma santé et puis se dire qu'ils vont faire du chantage s'ils ont une information ou j'en sais rien, enfin n'importe quoi. Bon, c'est minoritaire comme utilisation. En revanche, avoir une information plus globale sur la santé complète d'une population, notamment sur les populations qui vieillissent, donne des avantages en termes de géopolitique. Et puis surtout, il y a un intérêt économique. C'est que si je suis une compagnie d'assurance, j'ai peut-être envie d'avoir exactement l'état de santé de la personne, pas simplement un questionnaire normé, parce qu'en France, on a un questionnaire quand on souscrit une assurance de prêt, on remplit des questions, mais ce questionnaire, il est normé, il est prévu, et on n'a pas le droit de poser n'importe quelle question. Si des entreprises, des compagnies d'assurance avaient les informations les plus fines, ils pourraient faire des propositions à des tarifs extraordinairement intéressants pour certaines personnes, parce qu'ils savent que la personne ne développe pas de maladie pendant les 10 ou 15 ans qui viennent, ou au contraire, excluront de l'assurance des personnes qui ont des maladies parce une personne a eu un cancer, et même si elle est en rémission, et comme il y a eu un cancer, on ne peut pas le prendre, etc. C'est ce qui se passe aux États-Unis. C'est absolument pas le modèle européen, c'est absolument pas le modèle français, donc c'est pour ça que nos données de santé doivent être les plus sécurisées possibles. Maintenant, on a besoin de faire de la recherche sur ces données. On a besoin de pouvoir faire de la prévention, on a besoin de pouvoir regarder si, par exemple, tel médicament a un effet délétère 10 ou 15 ans après son administration. Ça éviterait de perdre du temps et d'attendre 10 ou 15 ans pour se rendre compte qu'il y avait eu un problème. Et donc ça, on a besoin que l'intelligence artificielle puisse tourner sur ces données. Donc je ne remets pas en cause le Health Data Hub. Absolument pas. C'est absolument un outil dont nous avons besoin. Je remets en cause simplement sa gouvernance, qui est trop monolithique, centrée à Paris, et qui se fiche complètement de tous ceux qui apportent leurs données, que ce soit la CNAM ou que ce soit les hôpitaux. Et donc ça pose un problème de gouvernance. Et puis, je regrette le choix de Microsoft sur cette partie-là, parce que nous avons besoin que ces données soient les plus sécurisées possibles. Nous avons des solutions de sécurisation. Il y a des entreprises qui sont Secnum Cloud. On peut en citer 4 ou 5, il n'y a aucun problème. Et on a aussi des centres de recherche qui existent déjà. Le CASD existe déjà. Et beaucoup de recherches universitaires se font sur le CASD. Ça marche. C'est peut-être pas suffisant pour faire de l'IA très pointue aujourd'hui, parce que c'est un système un peu ancien, un peu plus ancien qu'il ne devrait, mais on peut l'améliorer. Et là-dessus, on a besoin aussi, pour l'autonomie de nos futures entreprises de production de médicaments, qu'on ait cette capacité-là. On a raté le vaccin Covid. Si on continue à fonctionner comme ça, on ratera l'ensemble des nouvelles technologies. Et c'est dommage. On a besoin de l'IA sur nos données de santé. Donc on a besoin du Health Data Hub, mais sécurisé, parce qu'il n'est pas question que les données de santé de nos concitoyens partent entre des mains de compagnies d'assurance, notamment américaines. Enfin, je rappelle que Google, Alphabet, est propriétaire d'une entreprise d'assurance. Et qu'ils ont déjà fait aux États-Unis des propositions d'assurance en utilisant toutes les données open source des personnes via les réseaux sociaux pour faire des propositions ciblées. C'est pas le modèle qu'on veut en France. Est-ce que c'est encore possible de le sécuriser, ce Health Data Hub, ou il est déjà trop tard? Non, on peut toujours le faire. Tout le SNDS n'a pas basculé dessus. Toutes les données, notamment les dossiers du dossier médical partagé, ce genre de choses ne sont pas encore sur les Data Hub, donc on peut encore le faire. Ça nécessite un changement. C'est d'ailleurs ce que prévoit la loi SREN, c'est qu'on va l'imposer. Le Health Data Hub a fonctionné totalement en autarcie, en autonomie, et a décidé des choses dans son coin. C'est plus acceptable. La représentation nationale, Sénat comme Assemblée, n'en veut plus. Il faut que l'administration se plie à la volonté du Parlement. On n'est pas en train de demander la Lune, on est juste en train de demander à ce que ces données soient sécurisées et hébergées sur des hébergeurs européens. Voilà. À la rigueur, si ce n'est pas un Français qui héberge, mais que c'est une entreprise allemande et qui est au niveau de sécurité de Secnum Cloud, ça ne me pose aucun problème. Oui. Tant que c'est aujourd'hui en dehors de la main de n'importe qui, américaine, chinoise, russe, ce que vous voulez, moi ça me va. Alors tout à l'heure, on parlait des enjeux autour de l'IA, l'enjeu humain autour des compétences, il y a l'enjeu économique et de concurrence, et l'enjeu géopolitique. Je voudrais commencer par l'enjeu d'un point de vue humain. En fait, il y a beaucoup de professions qui se sont inquiétées d'être remplacées à terme par les IA. Je pense aux professions du droit, aux professions du chiffre notamment.
Dans la récente commission de l'intelligence artificielle, le gouvernement explique ses ambitions nationales et une des grandes lignes directrices, c'est la sensibilisation et la formation. Est-ce que, selon vous, on anticipe suffisamment les besoins en formation à l'IA dû aux transformations des métiers ? Non, on n'anticipe pas du tout l'arrivée de l'IA. On le voit comme étant un outil miracle. L'administration le voit comme étant un moyen de se passer d'êtres humains pour répondre correctement à des usagers dans le cadre de réglementations très complexes. Donc on est vraiment sur du... L'IA est vue par l'administration comme étant un chatbot super performant qui permet de répondre aux questions. Ils ne voient pas que, en fait, nos concitoyens, certains usagers, ne sont pas en capacité de pouvoir utiliser ces technologies et ont besoin d'avoir quelqu'un en face d'eux. C'est pour ça que dans des zones rurales, et notamment en Vendée, j'ai des zones plus rurales que d'autres. J'ai pas de grosses villes dans ma circonscription. La plus grosse, c'est La Roche-sur-Yon, et j'en ai que la moitié, et ensuite c'est Chaland. J'ai des maisons France Service. Le succès des maisons France Service en zone rurale montre bien que les gens ont besoin d'avoir en face d'eux quelqu'un qui fait avec eux ou pour eux les démarches. Oui. Parce que Madame Michu a 78 ans, elle n'est pas capable d'aller sur France Connect, se créer quelque chose et répondre à un formulaire pour ses impôts, pour la CAF, pour une demande d'allocation handicapée. Enfin, c'est tellement compliqué qu'elle ne peut pas le faire. Et même par téléphone, parce qu'elle a des difficultés d'audition, elle ne pourra pas le faire. Donc ça sert... Voilà. Donc il y a ce premier point-là. Le deuxième point, c'est que je trouve que dans les politiques publiques, l'IA n'est pas suffisamment intégrée. On a repoussé l'âge de la retraite. Mais il faut se dire qu'il y a des métiers qui vont beaucoup changer pendant toute la vie, la carrière d'une personne. Il y a des métiers qui vont disparaître. Il va falloir que ces personnes-là soient accompagnées pendant 2-3 ans en formation pour retrouver un nouveau métier qui correspondra à leurs compétences. Mais pendant ces 2-3 ans-là, ils n'auront pas cotisé comme avant à la retraite. Et donc, on va se retrouver avec un impact à l'arrivée. On va se retrouver avec des gens qui, notamment, c'était pas arrivé depuis longtemps, mais des cadres supérieurs qui vont se retrouver temporairement au chômage parce que l'IA sera passée par là et qu'un certain nombre de métiers vont disparaître. Vous avez parlé de métiers de droit, par exemple. Il y a des questions qui se posent sur le sujet. Mais ça ne veut pas dire que ces personnes-là sont finies pour la société ou pour quoi que ce soit. C'est simplement qu'il va falloir qu'elles se repositionnent. Mais se repositionner, ça prend du temps, ça nécessite un accompagnement. Donc il y a de nouveaux métiers qui vont apparaître et c'est très bien. Il faut simplement qu'on l'intègre dans les politiques publiques. Et ça, aujourd'hui, c'est pas suffisamment vu. On fait des POC, c'est génial de faire des POC pour répondre aux usagers, mais c'est pas ça qui fait que les choses vont mieux. Et puis, globalement, il va falloir s'habituer à utiliser l'IA. Qu'on soit particulier et qu'on a envie de faire de la musique, parce que c'est notre passion, parce qu'on est ingénieur en qualité et qu'on a besoin de mettre de l'IA pour permettre de fluidifier une chaîne de production et d'être sûr qu'il n'y a pas quelque chose qui bloque dans la chaîne. Il va falloir qu'on apprenne tous à fonctionner avec l'IA. Même les enseignants vont devoir fonctionner avec l'IA. C'est-à-dire que ChatGPT est arrivé. Pour les lycéens et pour ceux qui sont en études supérieures, pour les professeurs, ça a été une révolution. On ne peut plus demander à un étudiant de faire une disserte à la maison et de la ramener à l'école le lendemain. C'est plus possible de la même façon. Donc il va falloir changer la pédagogie. Il va falloir changer la pédagogie dès le primaire, parce que cette technologie, elle va descendre de plus en plus. Et donc on a besoin aussi d'éveiller les cerveaux de nos jeunes enfants à la réflexion, différente maintenant qu'avant, parce que l'IA sera passée par là. On n'a plus besoin de toujours tout savoir, on a besoin de comprendre comment les choses fonctionnent. Voilà. Et ça, aujourd'hui, il faut qu'on arrive à fournir les savoirs fondamentaux aux enfants. Donc ça va changer totalement la société. Et d'après le dernier rapport de l'OCDE, si on tient compte de l'ensemble des technologies d'automatisation, IA comprises, 27% des emplois correspondent à des professions fortement exposées au risque d'automation. Quelle est votre opinion sur l'impact de l'IA sur le marché de l'emploi ? Selon vous, quels sont les domaines d'activité qui vont bénéficier de l'IA comme d'une opportunité et ce, plutôt comme une menace ? En fait, je pense qu'on ne peut pas simplement dire c'est bien ou c'est pas bien, ou ça va avoir un effet négatif ou un effet positif. Il y aura beaucoup d'effets négatifs, mais il y aura aussi beaucoup d'effets positifs. Dans le domaine de la recherche médicale, ou de n'importe quelle recherche, ça permettra de faire du travail, de faire plus rapidement un certain nombre de travaux préparatoires à des recherches fondamentales. Et donc ça donnera plus de temps aux chercheurs pour faire autre chose. Pour faire des colloques, pour expliquer ce que c'est que leur nouvelle trouvaille, à transformer ce qu'ils ont trouvé en recherche fondamentale en application pratique. Ça, l'IA ne le fera pas tout de suite.
Donc ça va libérer du temps à ces personnes-là pour faire autre chose. Pour les enseignants, ça les aidera à faire de la pédagogie différente. Il n'y aura plus forcément besoin de faire... Donc il y a des métiers qui vont souffrir, oui, mais en fait tout va se réinventer. Les métiers les plus... je sais pas, enfin, est-ce qu'il y a des métiers les plus particulièrement exposés? Oui, très certainement. C'est tout ce qui est du domaine de la recherche intellectuelle. Quand je dis recherche intellectuelle, ce sont les artistes qui font du doublage, qui font de l'audio, qui font ce genre de choses, parce que clairement, et c'était une des questions d'Hollywood d'ailleurs, on sentait que l'amélioration des technologies faisait qu'on allait peut-être pouvoir se passer d'eux. On remplacera peut-être par contre jamais un acteur complètement. Simplement pour aller faire parler, et ça sera plus du doublage où il y a encore la bouche qui bouge différemment parce que en indien et en anglais c'est pas tout à fait le même son, mais on aura quelque chose, on aura quand même besoin d'acteurs. Donc voilà, il y a ça. Et puis il y a la question, mais ça c'est une vraie question qui n'est pas une question de métier, mais est-ce qu'on pourra vivre ou pas encore de l'écriture d'un livre ou d'une chanson dans un domaine, dans un monde où on sera assez vite abreuvé de contenus de ce type-là qui pourront être produits par de l'IA. En tout cas, dans le domaine de la cybersécurité, nombre de RSSI estiment que l'IA est une chance et un gain de temps dans un secteur qui peine à recruter. Et je pense notamment à Philippe Gillet, qui est CTO de Gatewatcher, qui a développé avec ses équipes un module qui s'appelle Gaia, qui est basé sur l'IA générative et qui permet l'orchestration de la remédiation suite à une cyberattaque, l'enrichissement des informations sur les comportements anormaux et la génération de rapports automatiques. Donc tout ça sont des outils qui permettent aux SOC managers de gagner du temps et de pallier aux difficultés de recrutement dans la filière. Donc l'avènement de l'IA n'est donc pas forcément perçu de la même manière d'un secteur à l'autre. Non, c'est vrai. Alors il y a un point quand même sur lequel je voulais revenir, parce qu'on ne l'a pas abordé, c'est une question géostratégique. Ce qui se passe en ce moment sur l'IA est un peu particulier. On a clairement en Europe des talents, on a des gens qui sont en capacité de faire l'équivalent d'OpenAI et de tout ce qui existe. Il nous manque une seule chose, c'est la puissance de calcul. Et on voit qu'aujourd'hui, les États-Unis ont décidé de se battre sur ce terrain-là pour deux raisons. La première, c'est qu'ils veulent conserver de l'avance vis-à-vis des Européens, parce qu'ils sentent que les talents européens sont en capacité de s'exprimer sur le sujet. Et on voit bien que Mistral a réussi une poussée fulgurante pour revenir à des niveaux qui sont très très élevés. Et ils ont un problème aussi avec les Chinois. Et donc ils ont besoin d'assécher le marché des puces. Des puces neuves, donc ils ont décidé d'interdire l'export de machines qui fabriquent les puces aux Chinois, puces de nouvelle génération, et ils achètent tout ce qu'ils trouvent comme GPU en ce moment sur le marché. D'accord. Et notamment, ça pose un problème aux acteurs européens qui n'ont pas accès aux puces de chez Nvidia, et donc on a un vrai souci, c'est que sur l'IA, on risque d'être bloqué par la puissance de calcul. D'accord. À court terme. Et donc, il faut absolument qu'on ait une stratégie aujourd'hui globale au niveau européen d'achat de puces pour permettre d'avoir la capacité d'avoir de la puissance de calcul et que les entreprises puissent se développer et qu'on ait à moyen terme et à long terme l'envie de produire nos propres puces. Et on voit que c'est un combat dans lequel les Américains sont très très en avance. TSMC, qui est très très inquiète de la situation géographique de Taïwan, parce que c'est une entreprise taïwanaise, vient d'annoncer qu'ils allaient encore développer une 3e usine sur le sol américain pour développer leur production. Ils y mettent plus de 80 milliards. Sur ces montants-là, on a intérêt à jouer collectif et jouer européen, sinon perdre la bataille. On perdra la bataille par les talents. On perdra peut-être pas la bataille à cause des données, on les a. On perdra peut-être la bataille à cause de la puissance de calcul. Et donc il faut absolument qu'on arrive à intégrer ça très très rapidement. Je sais que le gouvernement a été sensibilisé sur le sujet. Maintenant, il faut qu'on convainque les 27 pays européens de se mettre sur un plan d'acquisition de puces à court terme et qu'on mette de l'argent dans la construction d'une filière complète de production. Sinon, là, par contre, on va être largué, et on sera largué pour des décennies, parce que rattraper des puissances de calcul, ça ne se fait pas comme ça. Et dernier point, franco-français, il faut absolument qu'on remette des maths à tous les niveaux de production, à tous les niveaux d'éducation, du primaire, du secondaire jusqu'en supérieur, et qu'on arrive aussi à arrêter de penser que les jeunes filles ne sont pas faites pour faire des maths. Il faut que nous ayons des ingénieurs parce que les moteurs d'IA, si on continue à le faire comme ça sera toujours que des moteurs d'IA qui auront été entraînés par des ingénieurs blancs, mâles, de 40 à 50 ans, et c'est pas du tout ce qu'on veut. On veut absolument que les IA représentent notre société, et plus de la moitié de la société est féminine.
Donc nous avons absolument besoin d'avoir des ingénieurs, des femmes ingénieurs, parce que sans elles, nous ne pourrons pas fonctionner dans l'IA. Je soutiens tout à fait vos propos. Je suis moi-même membre de l'association Women for Cyber qui justement essaie de casser ces biais de genre et ces stéréotypes autour de la cybersécurité. Beaucoup de jeunes filles en fait croient qu'il faut être absolument bonne en maths pour faire de la cybersécurité. Bien sûr qu'il faut être bon en maths pour certains métiers de la cyber, mais pas seulement. Et il y a également plein de métiers différents, plein de besoins, et donc c'est important de pouvoir sensibiliser les jeunes filles dès le plus jeune âge, dès le collège, lycée, à ces métiers-là, qui sont très divers, variés, qui permettent d'avoir une carrière passionnante. Une dernière question autour de l'IA. Donc, on a parlé des enjeux de compétences, on a parlé des enjeux économiques. Aujourd'hui, on assiste à une régionalisation d'Internet, on parle même de Splinternet. On voit des mouvances entre la Russie et la Chine qui cloisonnent leur réseau Internet. On a également d'un côté l'Union européenne qui tient à réglementer et à légiférer tout l'écosystème numérique avec des lois comme le RGPD, le DSA, le DMA. À l'inverse, les États-Unis le libéralisent. Comment est-ce que vous voyez la divergence qui tente à se créer entre ces différents types d'Internet? Assiste-t-on à un cloisonnement Internet outre-Atlantique et l'Union européenne devrait-elle faire pareil finalement? Je partage aujourd'hui que nous sommes devant un risque de régionalisation d'Internet très fort. Les Russes nous avaient dit qu'ils étaient en capacité de sortir du réseau Internet. Ils l'ont montré à plusieurs reprises, ça marche. Les Chinois l'ont fait aussi, ça marche aussi. Donc on arrive aujourd'hui à avoir un Internet qui va être fragmenté, qui va être régionalisé. Et donc ce qui va se passer, c'est que les espaces Internet seront des espaces économiques à part entière. On le voit avec la Chine, c'est un espace économique qui leur est totalement réservé, et pour y aller, c'est extraordinairement compliqué. Aucun produit n'arrive, aucune société européenne n'arrive à aller là-bas. Aux États-Unis, ils commencent à comprendre le sujet, c'est toute la question de TikTok qui est mise en avant. Et on voit qu'il y a un nouvel executive order de Biden qui concerne les countries of concern, qui explique que les données ne doivent pas être stockées dans ces pays-là et qu'il ne faut pas avoir des réseaux sociaux de ces pays-là. Alors, ils visent effectivement des pays très méchants comme la Corée du Nord ou comme l'Iran, mais rien ne les empêche de l'élargir si jamais ils ont envie un jour, parce qu'ils ont trouvé que d'autres pays étaient countries of concern. L'Afrique est en train de se déployer, mais pas à la même vitesse et pas la même maturité. Et reste l'Europe, qui, elle, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, est ouverte. Et tant qu'on n'aura pas, nous, construit nos propres outils, notre souveraineté numérique, on sera à la merci des produits et chinois et américains, et sans la possibilité de savoir exactement ce qui se passe. Et le deuxième point, c'est que la communication entre ces différents espaces se fera par l'espace, les satellites et les constellations, et par les câbles sous-marins. Et aujourd'hui, nous avons lâché sur les câbles sous-marins. La France est un des pays qui est celui capable de poser les câbles et de les réparer. Mais on n'en a aucun propriétaire. C'est-à-dire qu'entre les États-Unis et l'Europe, il n'y a pas un seul câble qui soit un câble européen. Et c'est même des entreprises privées qui maintenant posent les câbles et en sont propriétaires. Et donc, si on ne maîtrise pas ces autoroutes-là, à l'avenir, on risque d'être bridé. Et la fragmentation d'Internet nous posera ces problèmes. Donc, il faut absolument qu'on réinvestisse dans la filière. Je sais que pour les constellations de satellites, c'est en cours. C'était le plan breton sur le sujet. Ça ne va pas assez vite. Et en plus, on est sur un espace fini dans l'espace. C'est-à-dire que quand un satellite est déjà positionné au bon endroit, on ne peut plus mettre un autre satellite à sa place. À moins qu'il faut le détruire, mais dans ces cas-là, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Donc il faut absolument qu'on accélère sur ce domaine-là. On est très en retard. Les Américains avaient bien compris qu'il fallait fonctionner. C'est tout le programme qu'ils ont eu spatial, notamment là-dessus. Et sur les câbles, ils ont pris de l'avance. Donc il faut absolument qu'on répare ça, parce qu'on voit bien qu'on est en capacité de souffrir si jamais on n'a plus ces câbles qui fonctionnent, s'ils sont coupés, comme ça s'est passé en mer Rouge par exemple. Ça pose un certain nombre de problèmes et il faut qu'on arrive à avancer. Donc géostratégiquement, la fragmentation de l'Internet, c'est à la fois une opportunité pour nous de développer notre propre écosystème numérique autonome, mais c'est aussi une fragilité si on n'anticipe pas très en amont. Mais construire des constellations de satellites, ça prend des dizaines d'années, parce qu'il y a tout un programme à lancer, etc. Construire un câble,
c'est un investissement très lourd, il faut le programmer à l'avance. On a le savoir-faire, il faut qu'on ait la volonté politique et financière de le faire. Un dernier mot, Philippe Latombe, avant de clore cette conversation. L'IA, c'est vos attentes, vos craintes, vos projets pour les prochains mois? J'attends de voir comment l'IA va évoluer. Vu la vitesse à laquelle elle évolue, je pense qu'on n'est pas encore prêt de voir tout ce que l'IA peut nous réserver. Je pense qu'on a plein de choses à voir, des choses très bien et des choses un peu moins bien, mais on a beaucoup de choses très bien à voir et beaucoup d'effets positifs de l'IA à voir. Il faut simplement qu'on arrive à l'intégrer dans une réflexion longue. Et c'est peut-être ce qui manque, et c'est peut-être ma crainte, ou mon regret, c'est que devant ces nouvelles technologies, on n'est peut-être pas assez nombreux à se poser les questions de long terme. Beaucoup le voient comme une opportunité juste parce que ça améliore l'efficacité de l'État, alors que ça a des effets délétères qu'il faudrait penser dès maintenant pour les 10-15 ans qui viennent. Et tout peut se gérer si on a du temps. Et tout peut se gérer si on intègre ces choses à l'avance. Donc j'aimerais bien qu'on puisse avoir ces moments de réflexion à l'Assemblée et au Sénat, des moments où on ne se chicane pas pour des bêtises et qu'on soit vraiment à réfléchir au bien de tous nos concitoyens et à la projection de ce que ça peut être dans 10 ou 15 ans. Et je pense qu'on doit pouvoir se retrouver sur un certain nombre de choses avec des collègues de tous les bancs pour un peu qu'on ait envie de se poser, de réfléchir. On compte sur vous en tout cas et merci beaucoup pour toutes vos actions en faveur du numérique à l'Assemblée nationale et puis auprès de l'Union européenne également. Merci à vous qui nous écoutez, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux et à suivre notre actualité sur les pages LinkedIn et Twitter de Gatewatcher. Pensez à vous abonner au podcast Dans l'œil de la cyber pour ne rien manquer de l'actualité des grands acteurs du numérique et à nous laisser vos commentaires sur les plateformes d'écoute. À très vite dans l'œil de la cyber.